Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, compte tenu du temps, on va faire beaucoup de photos, compte tenu du temps et compte tenu de l'endroit où je suis. Donc en fait, je suis pas très loin de chez moi, puisque si vous voyez là-bas derrière les bois, c'est où j'ai l'habitude de photographier. Je me suis avancé un petit peu plus dans les plaines derrière moi. De l'autre côté, ça va être le début de la Beauce, c'est donc un terrain bien plat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai échangé avec un abonné qui habite dans l'Aisne et qui me disait que lui, il avait un peu de mal à trouver l'inspiration, parce que chez lui, dans l'Aisne, tout est plat, c'est des champs de culture. Et donc c'était difficile pour lui de trouver des paysages. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous dans cette sortie aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu finalement comment, même dans un terrain plat, on peut trouver des choses à photographier. Ici c'est un terrain de jeu où j'ai pas mal parcouru dans tout le début que je suis arrivé ici, parce qu'avant de m'enfoncer dans les bois et de bien maîtriser, parce que je trouvais justement que c'était le fouillis, je venais prendre de la photo par ici. Alors c'est vrai que du coup ça demande beaucoup de choses. On est tous des photographes amateurs, ça veut dire qu'on a 2 jours dans la semaine où on va faire de la photographie, 2 jours où il va falloir que le temps soit de la partie, c'est pas le cas aujourd'hui, et puis il va falloir que le paysage aussi soit là. Donc forcément la première chose à faire dans son pays, c'est de faire de la reconnaissance. Alors en voiture, tourner, et puis regardez des choses quand vous allez travailler, quand vous vous déplacez pour d'autres raisons, parce que là, avec les changements de lumière, avec le paysage qui passe autour de vous, vous allez voir des choses différentes. Donc c'est déjà une première chose à faire pour finalement déjà repérer des lieux et puis se dire tiens, j'en reviendrai un peu plus tard pour faire de la photographie. Donc le repérage est relativement important. Et puis il y a un autre outil qui est relativement important pour le repérage, c'est Google Earth. Donc ce que je vous propose, on va dans le bureau et puis je vous montre un peu comment j'utilise Google Earth. L'application Google Earth, c'est une application que vous pouvez très bien avoir sur votre navigateur internet, mais c'est une application aussi qui est disponible donc pour tout ce qui est Android et Apple, donc iOS. Donc c'est ce petit logo ici. Donc voilà, on rentre dans Google Earth et en fait Google Earth, ce que ça vous donne, ça vous donne une vue finalement aérienne quand vous rentrez dessus de la région où vous êtes. Alors il y a plein d'options dans Google Earth, je vais pas toutes les faire, je vais pas vous parler de tout. Par exemple, il y a des choses qui sont relativement intéressantes, qui vous permettent de voyager, on va dire. Donc vous avez le fameux explorateur. Donc voilà, qui va vous emmener voir des endroits différents sur la planète. Après, vous avez toutes les informations classiques de Google Earth. Donc c'est toujours la même chose. Vous cliquez sur la petite icône ici du triangle, comme sur beaucoup d'applications, et puis ça va vous emmener directement à l'endroit où vous êtes actuellement sur l'application. Et puis ce qui est intéressant, donc on va en discuter tout à l'heure, c'est cette petite icône ici, qui est le Street View. Alors là, forcément, pas besoin de vous dire que il y a beaucoup de choses, mais voilà, c'est exactement de ça que je voulais vous parler. Alors Street View, tout le monde connaît à peu près Street View dans Google. Vous mettez un endroit, par exemple ici, et donc vous allez avoir, il y a toujours un peu cet effet de vol, mais voilà, vous avez une vision, un radar. Vous avez une vision à 360 degrés de l'endroit où vous vous trouvez, et puis en cliquant sur les petites flèches, vous pouvez vous déplacer. Normalement, vous pouvez vous déplacer. Voilà, c'est parti. Tac, donc on peut suivre la voiture qui est devant. Et puis vous pouvez tourner, donc ça vous donne déjà une possibilité d'exploration au niveau de l'endroit où vous êtes. Comment je m'en sers en fait moi dans mes repérages? Donc du coup je m'en sers un petit peu différemment. Donc on revient ici et vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez sur cette carte, vous avez tout un tas de petits points bleus, et ces petits points bleus sont des photographies qui ont été prises par des gens et qui ont été ensuite chargées sur l'application. Donc si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous avais emmené vers cet endroit là. Et d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, Street View. J'ai cliqué dessus et je pense que quand je vais cliquer dessus, que vous allez voir les images, vous allez vous rappeler d'où j'étais, où c'est, puisqu'on y était il y a pas très longtemps. Voilà, ce fameux point en altitude autour de la région et qui me permettait une vue dégagée. Et voici mon fameux pin que j'ai pris en photo avec le chêne qui était ici à côté.
Donc forcément dans d'autres conditions ici, puisque là on a forcément le sapin mis à vert, mais le chêne qui était en feuille verte alors qu'il était encore en feuille d'hiver orange quand je l'ai pris il n'y a pas très longtemps. Mais vous voyez là, énormément d'informations sur ce qui est potentiellement visible depuis ce point et quelle est la configuration des lieux. Et donc justement, si je reviens en arrière, si je clique sur le 3D, c'est là que c'est intéressant aussi, parce que ça vous donne un peu cette notion. Alors je suis pas sûr que ça va bien se voir par exemple ici avec l'appareil photo, mais vous voyez on a une notion du relief, donc ça donne aussi cette impression de relief. Alors forcément ici j'avais des photos donc c'était beaucoup plus facile, mais si vous n'avez pas de photos, bah voilà, ça peut déjà vous donner des informations sur comment finalement. Donc j'essaye de zoomer avant-arrière pour essayer de voir, voilà, on voit un petit peu ici donc l'effet du relief. Donc ça vous donne ces informations sur comment est le relief à cet endroit-là. Et puis après, donc un dernier outil que j'arrive à me servir par moment, c'est cette fameuse mètre, pardon, où finalement vous allez cliquer sur un point et puis vous allez cliquer sur un autre point et puis ça va vous donner la distance entre les deux points. Donc pourquoi ça peut être intéressant? Parce que finalement on peut alors hop, je vais effacer, ajouter, et puis donc après on va aller regarder voilà, à peu près autour ce qui se passe, puisque là vous voyez on arrive quand même à voir les arbres et on peut se donner une idée de où on va se situer. Donc par exemple moi j'ai pris aussi la photo donc quelque part par là, voilà, j'étais à une quinzaine de mètres, mais ça vous donne un peu une idée des distances entre par exemple les deux arbres. Et donc sur vos photos déjà de commencer à vous préparer, est-ce que finalement je vais prendre mon grand angle et me mettre près, ou si je vais avoir suffisamment de recul pour prendre un téléobjectif et puis isoler mon arbre. Donc voilà, c'est un petit gadget, mais c'est des choses aussi que j'arrive à utiliser. Pour la vidéo d'aujourd'hui, mon terrain de jeu c'est celui-ci, puisque je cherchais un terrain plat, et donc en fait ce qui m'intéresse dans les terrains plats, c'est de rechercher justement des points quelque part qui vont casser ce côté plat du paysage. Donc forcément les points qui vont casser les côtés plats, c'est tous les bosquets d'arbres et puis tous les arbres isolés. Donc là par exemple ici je vois bien que j'ai un arbre isolé. Bon, malheureusement il est au milieu des champs, donc à cette époque là de l'année il y a de fortes chances que je ne puisse pas avoir accès aux champs, et d'ailleurs les champs c'est très difficile tout le long de l'année. Donc je continue à me promener et vous voyez ici là j'ai un arbre. Alors par contre qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des routes autour, donc ça va peut-être être embêtant à prendre des photos. Par contre on peut avoir du recul, puisque visiblement il semblerait qu'on ait un champ ici qui potentiellement est en culture, celui-ci il l'est pas, donc potentiellement je peux me reculer. Donc on va aller voir sur place, mais ça donne déjà des informations. Donc là je peux aussi repasser sur le mode 2D, donc le mode en haut, et je peux regarder s'il y a du Street View. Donc il y a du Street View, donc je vais me placer ici. Et puis quand on se rend sur place, voilà, déjà par exemple on voit qu'ici il y a un panneau, donc comme je m'en doutais un peu, ici on a un champ cultivé, là on a un autre champ cultivé. Effectivement il semblerait qu'ici on ait un champ qui soit plutôt en friche, ou du moins en jachère. Alors du coup là, embêtant, parce qu'on a un panneau qui est pile poil à côté de l'arbre. On a ces intersections là, on a peut-être un peu de recul dans ce sens là. Donc en tout cas on a un arbre isolé, donc quelque chose qui potentiellement peut casser mon paysage, donc quelque chose qui peut amener un point d'intérêt. Alors après ensuite ce que je recherche aussi quand je fais ce genre de repérage, c'est si potentiellement il n'y a pas de point d'eau. Donc là tu as envoyé un point vert, visiblement c'est une mare, mais compte tenu que c'est bien vert, je pense que ça doit être plus une mare de nénuphar qui doit probablement servir de réserve d'eau, parce que là on voit qu'ils arrosent le champ de manière circulaire, donc probablement avec des lances. Là on a un autre bosquet, donc voilà, on peut continuer comme ça à se promener, et puis toujours comme je vous disais d'activer un peu le Street View pour voir s'il n'y a pas des points d'intérêt déjà dans ce coin là. Donc on le voit visiblement ici il n'y a pas eu beaucoup de photos particulières de charger. Donc du coup ça va être à nous de créer un peu nos informations. Donc là on continue voilà, donc là visiblement il y a une maison, il y a un fossé, donc un fossé dit haie, donc pourquoi pas en bordure de haie par ici. Donc voilà, c'est ce genre de repérage que je vais faire en fait sur Google Earth. Donc vous avez vu comment j'utilise Google Earth. Donc comme je vous expliquais, ce qui est important, je ne sais pas si c'est important, mais même sur les terrains plats, il y a toujours des bosquets d'arbres, il y a toujours des arbres à aller chercher. Ça peut être des endroits intéressants pour la photo. Donc comme je vous disais en préambule, donc je suis pas sûr qu'on va faire beaucoup de photos aujourd'hui, mais je voulais vous montrer cet endroit.
Parce que cet endroit, j'ai fait une photo qui me plaisait bien, et quand vous allez la voir à l'écran, vous allez vous imaginez bien que voilà, c'est pas une photo qu'on va prendre tout le temps, c'est pas une photo que je pourrais prendre aujourd'hui, parce que tout simplement, donc il faut être là un matin où il y a du brouillard avec des rayons du soleil. Les arbres filtrent un peu la lumière, et donc cette combinaison là fait que même avec un terrain plat autour, d'un seul coup, on habille notre photo. Parce que ça va bien être toute la problématique quand on est sur un terrain plat. Sur un terrain plat, on a cette étendue plate qui va s'étendre à l'infini, et puis on a le ciel. Donc c'est un peu ce que je disais à cet abonné, c'est que du coup il va falloir combiner avec ces éléments. Si dans le ciel il y a des éléments intéressants comme le nuage, comme des couleurs dans le ciel par un arc-en-ciel, de la pluie, des nuages d'orage, des choses comme ça, ça va être intéressant. Et là donc vous allez pouvoir changer votre cadrage pour donner un peu plus d'importance au ciel et un petit peu moins d'importance au premier plan. C'est un peu ce qu'on avait fait sur la vidéo, si vous vous rappelez, où j'étais parti donc sur les hauteurs, et puis il y avait des photos avec énormément de nuages. Donc on a donné un petit peu plus d'importance au ciel parce qu'il y a des éléments intéressants dans le ciel. Si on est comme un temps comme aujourd'hui, vous voyez, malgré que moi à l'œil nu je peux voir quelques patchs, alors je vais pas dire de bleu mais de plus clair, et puis quelques patchs de gris, c'est plat. Donc là, si vous regardez comment j'ai cadré un peu pour me filmer, j'ai descendu mon appareil photo, et là vous avez beaucoup plus du sol et beaucoup moins du ciel. Donc ça, c'est deux éléments importants en fonction des conditions météo. Le cadrage, on va donner de l'importance au sol ou au ciel. Une fois que c'est fait, donc dans ces conditions là, c'est vrai qu'aujourd'hui ici, je dirais il n'y a pas grand chose probablement à prendre en photo. Donc là on va plus aller chercher des photos de détail. Cette nuit il y a eu un petit peu de rosée, donc on a de l'eau un peu partout. Donc là on peut regarder autour pour essayer potentiellement sur les herbes, sur les arbres, de prendre des photos. Avec les gouttelettes d'eau, c'est probablement les seules choses qu'on va pouvoir faire ici. Et puis sinon, c'est de revenir quand les conditions sont bonnes, et puis donc de faire cette fameuse photo que je vous ai montrée en entrée. Alors bien sûr, ça veut dire que aussi, une chose à laquelle on va s'intéresser quand on va préparer sa sortie photo, et ça c'est vrai n'importe quel que soit finalement le paysage, c'est qu'on va regarder aussi comment va se positionner le soleil en fonction de la journée. Donc là, je vous en avais déjà parlé, j'utilise l'application qui s'appelle le TPE, The Photographic Ephemerid. Je vais vous montrer maintenant comment j'utilise cette application. L'application TPE ici, donc que je vais ouvrir. Et donc quand vous ouvrez cette application, en fait se base sur les cartes de Google Earth, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, nous étions exactement ici, sur cet endroit-là. Et donc quand vous cliquez sur l'endroit, tac, donc vous avez plusieurs courbes qui se créent avec TPE. Ici, vous avez donc la barre finalement des heures. Tout en haut, vous avez la date. Donc la date que vous pouvez changer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de voir ce qui se passe aujourd'hui, mais vous pouvez vous mettre à un endroit, dire je veux faire une photo dans tel sens, et puis regarder finalement quand est-ce que le soleil notamment va se trouver dans cette position-là. Donc la chose qu'on fait, c'est déjà regarder. Donc là, par rapport à la date qu'on a sélectionnée, donc en fait, vous voyez que si je bouge les heures, on voit les rayons qui, ici, les lignes qui tournent. Donc ces lignes-là représentent justement le mouvement du soleil. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, le 26 mars, tac, le soleil va se lever à 6h41. Et donc, en continuant, il se couchera à 19h14. Donc entre 6h41 et 19h14, on a potentiellement du soleil. Et donc ce que j'expliquais, c'est que je cherchais le moment où finalement je vais avoir le soleil qui va venir traverser au niveau des arbres. Donc vous voyez, on est entre finalement, alors c'est sûr que je pourrais me rapprocher un petit peu plus des arbres ici, donc pour utiliser un peu le phénomène de biais. Donc vous voyez que globalement à partir de 7h21, donc pendant une bonne partie du temps, jusqu'à temps que le soleil monte trop haut, et en fait on va voir justement potentiellement le soleil qui va être filtré par les arbres, et donc la possibilité d'avoir ces rayons lumineux qui passent à travers le feuillage. Donc première information. Deuxième information, bon là c'est relativement évident puisque c'était un peu le but de cette vidéo, c'est quel est finalement le profil du terrain où je me situe. Alors vous pouvez ici, le point rouge c'est où vous êtes, vous pouvez sélectionner un autre point. Donc par exemple je veux savoir
justement dans cette direction-là, est-ce qu'il n'y a pas un obstacle qui va faire que finalement le soleil va se lever un peu plus tard que prévu. Donc je m'éloigne, je clique pour avoir mon point et donc en fait vous voyez ici une courbe de profil. Alors forcément ici il n'y a pas de dénivelé, donc c'est bien plat, et donc du coup en faisant continuer à tourner l'horaire, vous voyez donc justement à l'endroit où vous êtes comment finalement tac. Donc vous voyez, on sait il y a un léger, on va dire, faux plat. Et donc si 6h41 c'était le lever réel du soleil, cet endroit-là va commencer à être éclairé aux alentours de 7h11. Vous voyez ici. On revient sur le point que je vous montrais un petit peu plus avant, où on a cette fameuse butte, donc qui est quelque part ici. Voilà. On va sélectionner un point un peu plus loin, par exemple dans l'axe du soleil, et qu'on voit sur le profil ici que je suis sur un point haut avec une cuvette et un autre point derrière, donc qui va masquer mon soleil, ce qui fait que si le lever de soleil effectif est à 6h41, à cet endroit là je vais commencer à voir le soleil probablement donc vers 6h50. Donc je reviens maintenant à l'endroit de cet arbre solitaire que nous avions repéré tout à l'heure sur Google Earth, et donc maintenant je vais m'intéresser au lever du soleil. Donc j'ai déjà repéré, hein, on a dit que quelque part par ici, donc ça serait intéressant pour prendre une vue au téléobjectif comme ceci, que si je prends dans ce sens là, bon je sais que j'ai la pancarte, mais que globalement ça je peux le faire, et j'ai la possibilité aussi de me mettre dans ce chemin là et de prendre une photo dans cette direction là. Donc du coup ça va me donner quoi? Donc là je vais le faire forcément à la date où je veux aller regarder mon arbre, et je vais déjà regarder ce que ça donne. Donc ça veut dire que potentiellement au lever du soleil, dans l'axe de la route, ça peut être intéressant, puisque derrière on va avoir le lever du soleil. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aussi si le soleil se lève comme ceci, si vous avez des nuages aussi, vous avez aussi de la chance que la réflexion des rayons du soleil sur les nuages apporte aussi donc des couleurs et puis de la texture dans le ciel. Donc là probablement qu'il y a quelque chose d'intéressant, donc plus qu'à croiser les doigts pour s'assurer qu'on aura et soleil et nuages, mais potentiellement donc on a la possibilité de prendre cet arbre suivant cet axe là le matin de bonne heure, et puis d'avoir quelque chose d'intéressant au niveau des nuages. Une photo sur le côté peut être tout aussi intéressante, puisque pour la même raison on aura de toute façon toujours de la couleur dans les nuages, et donc on aura avec l'arbre en premier plan quelque chose qui va habiller aussi notre ciel derrière. Dans ce sens-là, pas grand-chose d'intéressant, puisque bon, on l'a vu aussi sur Google Earth, il faut qu'on se méfie, on a les maisons qui sont là. Donc là, il faut vraiment cadrer serré, faible profondeur de champ. Donc du coup, on va pas forcément pouvoir s'intéresser sur les textures dans les nuages. Donc on va plutôt aller chercher des couleurs. Donc par contre, de ce fait, sur un coucher de soleil, cette fois-ci, donc là, on va avoir le coucher de soleil ici. Nous on serait comme ça, donc potentiellement on peut avoir des couleurs rouges, donc avec un diaphragme relativement ouvert, on se met avec une mise au point sur l'arbre, on est flou derrière, mais par contre on a habillé notre ciel avec des couleurs, donc ça peut être faisable. Maintenant ce qui serait probablement peut-être plus intéressant, c'est d'avoir effectivement le soleil dans l'axe du chemin. Donc dans ce cas là, c'est là où vous pouvez jouer avec les dates pour regarder ce qui se passe. Donc j'avance avec la grosse flèche, et là globalement on s'aperçoit que visiblement donc aux alentours de la mi-avril, donc le soleil va se coucher presque dans l'axe du chemin qui est ici. Donc le chemin va dans cet axe là, et ça c'est l'axe du coucher du soleil. Donc vers 20h51 le 19 avril, on a potentiellement donc le soleil qui va se coucher dans l'axe de l'arbre. Donc on peut revenir à cet endroit là le 19 avril pour prendre une photo dans ce sens-là. Donc voilà comment globalement j'utilise TPE, donc les deux points ici pour trouver des distances, regarder un peu le relief, et puis surtout par rapport à l'environnement que j'ai pu repérer dans Google Earth, ou parfois en allant sur place, comment je vais devoir venir, ou quand je vais devoir venir en fonction de ce que je vais vouloir prendre en photo. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est aussi de la photo d'opportunité, c'est-à-dire qu'on a repéré un endroit, on est venu, on repère un endroit, et puis d'un seul coup on trouve quelque chose. Alors rien de sensationnel ici, mais ça me donne quelques idées quand plus tard il y aura un petit peu d'humidité,
Et donc c'est le troisième point auquel je voulais vous parler, c'est que quand on est dans des paysages de culture, eh ben, on repère aussi quelles sont les cultures. Donc je vous emmène et puis je vais vous montrer un peu dans mon coin comment ça peut se traduire. Alors lors de vos sorties, comme je vous l'expliquais, donc ce qui est important c'est de repérer quelle culture va se mettre en place, parce que c'est des bonnes opportunités de photos pour plus tard. Je vous avouerai que même si je suis né à la campagne, j'étais pas forcément au top de ce qui se faisait dans l'agriculture. Mais je suis dans le petit village, donc en échangeant pas mal avec l'agriculteur du village, donc j'ai appris pas mal de choses. Donc je sais que le colza va se planter beaucoup plus tôt que le blé. Donc en fonction de ça, je sais dans les champs qui se préparent à l'automne, bien souvent pour certains, hein, ou alors fin d'hiver, début de printemps. Et je sais dire voilà, c'est telle culture qui va arriver. Et c'est intéressant parce que je vais vous le montrer sur des photos que j'ai prises, que ce soit le blé, que ce soit le colza. Donc en fonction des périodes de l'année, ça va vous donner des photos. Le colza, c'est le super moment quand ils sont en fleurs, donc c'est beaucoup plus, on va dire, vers mai-juin pour chez moi. Le blé, là c'est beaucoup plus intéressant vraiment à la fin, donc forcément avant les moissons, donc on va être sur du juin-juillet, parce qu'il y a aussi pas mal de photos intéressantes à faire. Et là encore une fois, comme je vous l'expliquais tout au début, bien sûr on va jouer avec les nuages, on va jouer avec le soleil, on va jouer avec toutes ces couleurs qui peuvent animer le ciel, et utiliser ce blé aussi comme premier plan pour habiller l'image. Là on a un champ qui vient d'être retourné, donc là il y a toutes les chances pour le blé et le colza. Bien sûr c'est trop tard. Je sais que par ici bien souvent ils ont l'habitude de mettre de la betterave, donc là je pense qu'on va très probablement avoir de la betterave. Alors l'intéressant aussi sur la betterave, ça reste bas, c'est pas de fleurs, mais par contre ça permet à certains animaux de se cacher. Et là je vais arriver près d'un endroit justement où il y avait de la betterave, où j'avais filmé un lièvre. On voit juste les deux oreilles, j'avais photographié un lièvre, on voyait juste les deux oreilles. Et donc ça peut donner des photos aussi intéressantes. Donc voilà, c'est aussi un peu apprendre tout ça, comprendre les cultures. Hop. Et donc pouvoir préparer des photos dans les bonnes conditions. On continue notre promenade, donc je vais vous emmener à l'endroit où j'avais repéré cet arbre solitaire avec Google Earth, pour voir effectivement si ça se confirme par rapport à ce que j'avais vu, et donc s'il y a potentiellement des choses à prendre en photo ici. Alors vous voyez, il y a ce qu'on voit sur Google Earth, et puis il y a ce qu'on voit quand une fois qu'on est sur place. Donc c'est vrai qu'on avait vu les panneaux, on avait vu un peu cet environnement avec ce carrefour. Ce que je ne savais pas, c'est quelles allaient être justement les cultures autour. Et là typiquement on a du colza là-bas, je pense qu'on a du blé là qui est en train de se faire. Donc du coup c'est pas facile d'aller dans les champs et donc de prendre la photo. Mais en tout cas voilà, on a déjà eu un aperçu. Donc ce qui me fait dire que il faudrait probablement que je vienne plus ici avec un téléobjectif, que je me mette un peu plus loin pour éviter un peu tout ce fouillis bien sûr des routes, pour les faire un peu disparaître en étant beaucoup plus plat finalement par rapport à tout ça. Et puis bien sûr en utilisant aussi Photoshop probablement derrière. Donc là ce que je viens de faire, donc j'ai pris une photo à main levée, probablement que je vais la développer en noir et blanc compte tenu des conditions météo. Voilà, photo sympathique. Allez, on va continuer notre aventure ensemble. Alors après, sur des terrains de culture, sur des terrains d'agriculture, sur des terrains plats, donc on a de toute façon toujours deux types de champs.
des friches comme celle-ci ou des terrains qui vont être en culture comme celui que j'ai en face de moi. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est important aussi, hein, comme je vous l'expliquais aussi dans la connaissance des cultures, c'est de discuter avec tout simplement les agriculteurs du coin, parce qu'ils vous donnent tout un tas d'informations sur justement quelles terres ils vont pouvoir laisser en jachère, quelles terres ils vont cultiver, quelles terres ils vont mettre, qu'est-ce qu'ils culture ils vont mettre en place dans telle ou telle terre. Dans les parties en jachère comme celle-ci, c'est intéressant à plusieurs domaines. Alors certaines sont naturelles, comme ici, d'autres, on le voit de plus en plus, on fait des genres de prairies fleuries. Donc là, ça veut dire que pour le mois de l'été, ça va être intéressant d'avoir des choses à faire dans ces cultures. Dans d'autres, on va trouver les fameux coquelicots. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait été sur un champ de coquelicots. Alors ce champ-là, il est tout simplement naturel. Quand on est en culture, notamment de blé, culture céréalière, donc les coquelicots sont pas toujours, enfin si, ils sont naturels, mais ils sont pas aussi, les prairies ne sont pas aussi rouges que celles que j'ai eu l'occasion d'avoir l'année dernière. Mais en tout cas, ça donne encore une fois du contraste au milieu des cultures, et donc ça permet de composer des photographies qui sont intéressantes, hein. Les coquelicots dans les blés, je dirais que c'est une photographie standard, mais vous y ajoutez des bons nuages, vous y ajoutez une bonne lumière, et puis chaque photo, encore une fois, va être différente des autres photos qui ont pu être prises. Et puis enfin, donc on est au milieu de la nature, même si c'est des champs cultivés, il y a des animaux, et donc les animaux peuvent être aussi un élément de nos photos de paysage, sans vraiment basculer dans la photographie animalière. Ici à cet endroit-là, j'avais photographié des faucons cresserelles, j'avais photographié aussi un busard Saint-Martin qui était en vol plané là au-dessus, des hérons un petit peu plus loin, donc là j'étais purement dans la photo animalière. Mais dans ces mêmes endroits, j'ai fait des photos où j'ai intégré par exemple les chevreuils sur un super coucher de soleil pour faire de la photo de paysage, mais avec des animaux. Je mentionnais précédemment, et je vous ai montré la photo, hein, de ce lièvre au milieu de ce champ de betteraves. Donc voilà, tout un tas de petits éléments qui vont venir meubler, je dirais, votre photographie de paysage. Donc voilà, pas beaucoup de photos de prise aujourd'hui, les conditions ne s'y prêtaient pas, mais je trouvais que c'était exactement les bonnes conditions pour pouvoir expliquer et puis répondre à la problématique de cette abonné. Qu'est-ce que je fais comme photo quand je suis dans un terrain plat? Il ne faut pas oublier que la photo, donc c'est avant tout jouer avec les contrastes, c'est jouer avec les lumières, et puis c'est jouer finalement avec sa composition. Et même en terrain plat, donc comme je vous l'ai montré, suivant la façon dont vous allez orienter votre appareil photo, vous allez prendre les choses, et vous allez devoir travailler comment je mets un premier plan, un second plan pour donner de la profondeur, comment je vais jouer avec les contrastes, et puis comment je peux casser justement ce paysage qui est finalement plat, avec un terrain plat, le ciel plat qui se rejoigne au bout de l'horizon. Donc on va utiliser les nuages, on va utiliser les couchers de soleil, on va utiliser les éléments qui vont couper les arbres, les éoliennes, tout ce qu'on va pouvoir trouver. Et puis finalement, si les conditions ne s'y prêtent pas, on va faire de la photographie de paysage beaucoup plus de détails, avec tous les éléments que l'on a, que ce soit les éléments de culture, que ce soit les éléments naturels, que ce soit les éléments fleuris, quand il va y en avoir. Et puis faut toujours pas oublier que après la photo, c'est avant tout une question d'inspiration, c'est une question finalement de se fondre dans son environnement. Donc c'est important de discuter avec les gens autour de soi pour comprendre son environnement. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai eu l'occasion de vivre en Normandie avec mes parents, donc sur Dieppe. Avec mes parents, on allait en vacances à la montagne. Après, j'ai pu aller sur l'île d'Oléron. Donc tout ça, c'est un tas de paysages qui font un peu rêver, on va dire, pour la photographie de paysage. Et quand je suis arrivé ici, j'ai eu exactement le même sentiment que cet abonné. Qu'est-ce que je peux faire dans ces terrains plats? Comme je vous l'expliquais au début, moi, la photographie en sous-bois, c'était pas trop mon truc. Et finalement j'ai appris. J'ai appris à photographier en plat, j'ai appris à aller dans les sous-bois, parce qu'au fur et à mesure qu'on sort, qu'on regarde son environnement et qu'on y prête attention, finalement on voit les choses différemment, on les voit pas de manière globale, mais on les voit de manière beaucoup plus précise. Et puis c'est en changeant, en s'imprégnant de cet environnement-là que finalement petit à petit on va trouver les compositions. Donc le dernier conseil que je vous donnerais, c'est ce que je vous ai dit un peu en regardant Google Earth, mais c'est finalement d'aller sur tous les sites internet des offices de tourisme, des chambres d'agriculture, de toutes ces choses-là, pour voir des photos et puis vous donner un peu une impression de qu'est-ce que c'est
le paysage dans la région où j'habite, comment il est et comment je peux l'appréhender. Et puis à partir de là, on en revient donc à la vidéo technique et inspiration, mais vous allez trouver l'inspiration, vous n'aurez plus qu'à pratiquer votre technique. Et puis je suis sûr que vous allez faire des photos, même dans un environnement qui peut paraître ennuyeux. Bah écoutez, voilà, encore une fois désolé pour cette peu de prise de photos aujourd'hui, mais j'espère que tous ces enseignements vous auront été utiles pour prendre des photos dans la région dans laquelle vous habitez. Et puis si la région dans laquelle vous habitez est comme celle-ci, j'espère que cette vidéo vous aura été encore plus utile. Vous connaissez la petite musique, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, partagez, faites-moi vos commentaires. Si vous pensez qu'il y a des choses que j'ai oubliées dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous!